Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une rapide critique de la série de la saison 3 de The Mandalorian, série disponible sur Disney+. Ça raconte l'histoire d'un mercenaire Mandalorian au-delà des territoires contrôlés par la Nouvelle République, 5 ans après le retour du Jedi et 25 ans avant le réveil de la Force. C'est une série créée par Jon Favreau, que vous avez peut-être vu dans les Iron Man ou dans les Spider-Man de Tom Holland. Et oui, c'est lui Happy. J'ai globalement bien aimé la saison qui maintient le niveau de qualité des précédentes sans forcément l'élever non plus. Cette saison voit la mise en retrait de Grogu et de Din Djarin au profit de Bo-Katan qui devient le personnage principal quasiment de The Mandalorian et qui aura pour quête de réunifier tous les Mandalorians afin de reprendre Mandalore, la planète maudite qu'on croyait maudite mais qui finalement ne l'est pas, on s'en aperçoit au début. Ça, c'est le fil rouge de la saison. Et on retrouve bien tous les thèmes qui ont fait la force de The Mandalorian jusque-là. Une narration simple et directe, des épisodes très courts, avec souvent des histoires indépendantes. Et tout ça faisant avancer le fil rouge de la saison. On a aussi des questionnements sur le credo, le tout dans une mise en scène faisant référence au western. Si le fil rouge de la saison est bien, il y a quand même quelques petits défauts, incohérences et des questions laissées sans réponse, mais tout ça on y reviendra. La critique qui va suivre sera 100% spoiler, donc c'est super important d'avoir bien vu tous les épisodes de la saison 3 de The Mandalorian pour regarder la vidéo. La narration reste relativement claire et épurée, on n'a pas l'intention de perdre le spectateur dans une complexité presque intellectuelle, et je trouve que c'est vraiment ça la grande force de la série. Les épisodes sont souvent très courts, entre 35 et 50 minutes, et racontent pour la plupart une histoire indépendante, comme l'attaque des pirates sur Nevarro, le programme de réhabilitation du docteur Pershing dans la Nouvelle République sur Coruscant. Coruscant, c'est la planète capitale. L'exploration de Mandalore ou encore l'enquête des robots défaillants sur Plaisir 15. Mais comme les épisodes sont indépendants, ça implique une qualité hétérogène pour chacun des épisodes. Par exemple, l'épisode 2, l'exploration de Mandalore, est tout simplement excellent. Pour moi, c'est peut-être un des meilleurs épisodes de la série tout entière. Donc là, vraiment, on a tout. La découverte d'une nouvelle planète, la tension pour les scènes d'exploration, de belles scènes d'action, le sauvetage héroïque par Bo-Katan et sa rencontre avec le mythosaure dans les eaux vivantes. C'est un épisode super. Et au contraire, il y a eu des épisodes beaucoup moins bons. Je pense notamment à l'épisode 6, c'est l'enquête des droïdes impériaux défaillants sur la planète Plaisir 15. Qu'est-ce que c'était que ça? Rien ne va. Surtout la scène de rencontre avec les gouverneurs de la planète. Les décors ne sont absolument pas appropriés avec l'univers Star Wars et ça nous sort tout de suite de l'intrigue. En plus, ça fait très cheap. J'ai vraiment pas compris. L'enquête qui a suivi était sans intérêt, tout comme la révélation de l'auteur de ces défaillances, un épisode à oublier. Il y a eu aussi un épisode très spécial lors de cette saison et j'aimerais un petit peu y revenir. Je parle bien sûr de l'épisode 3, l'épisode sur Coruscant qui a rompu avec la narration de la série et a clivé pas mal de monde. C'était les aventures du docteur Pershing plongé dans son programme de réhabilitation, de réintégration au sein de la Nouvelle République, programme à moitié absurde. On passe beaucoup de temps avec un personnage qui juste là était très secondaire, toujours relégué au second plan, et on en apprend plus sur lui. On comprend bien son obsession pour ses recherches sur le clonage, sa vision floue du bien et du mal, et tout ceci lui fera franchir la ligne jaune. On y découvre aussi un nouveau personnage très ambigu mais pas mal du tout que j'ai bien aimé, Elia Kane, ancien officier en charge des communications sous les ordres de Moff Gideon, et elle pousse le docteur Pershing à reprendre ses recherches. J'ai trouvé l'épisode assez intéressant. Il s'insérait plutôt bien dans la série en lui donnant du rythme. Ça nous faisait souffler après l'épisode 2 qui était vraiment haletant. Je me demande s'il y aura une sorte de suite à cette intrigue et qui pourra répondre aux questions qu'on se pose à la fin de l'épisode. Pourquoi est-ce qu'elle finalement elle trahit le docteur et lobotomise le cerveau du docteur? Ça va quand même contre les intérêts de Moff Gideon. Est-ce qu'elle a fait ça pour gagner la confiance de la Nouvelle République? Est-ce qu'elle joue un double jeu avec Moff Gideon? J'aimerais bien ouais, qu'on passe plus de temps avec Elia Kane sur la suite pour qu'on comprenne mieux ses motivations et son objectif. Et aussi voir si le docteur Pershing réussit à garder un semblant de tête. Ça pourrait être très intéressant pour le futur. Donc on a eu des épisodes indépendants mais qui n'oublient jamais le fil rouge de la saison, la reconquête de Mandalore. Et donc ce fil rouge avance à petite dose dans chaque épisode jusqu'au final qui se déroule lors des épisodes 7 et 8. Le final est ok, il est plutôt bien construit, bien réalisé, ça rend bien à l'écran. Mais après c'est pas vraiment original, j'ai vraiment préféré le final de la saison 1 avec l'embuscade de Nevarro.
le reveal du méchant Moff Gideon et du visage de Mendo, le sacrifice du droïde dans la lave, c'était beaucoup plus marquant. Et là, j'ai un petit peu peur qu'on oublie ce final-là, finalement, qui est assez classique. On n'utilise pas assez les spécificités de Mandalore. On se retrouve très vite dans une base impériale et pour le combat final. Donc ça, c'est vraiment du grand classique Star Wars. Bon, après, il y a eu le sacrifice de Paz Vizsla, qui était trop la classe. Paz Vizsla, c'était le gros Mandalorian au lance-flamme. Donc on l'a bien compris, on va mettre dans cette saison de côté l'éducation de Grogu et le développement personnel de Mendo et se concentrer sur tous les Mandalorians en mettant particulièrement la lumière sur Bo-Katan. Le cœur de la saison sera de se demander comment réunifier ce peuple décimé et fragmenté en accordant tous les types de credo. Donc on n'échappe pas bien sûr à une réflexion profonde sur le sens du credo mandalorian, le fameux This is the way. Quelle est la voie à suivre? A-t-on besoin de suivre le credo de manière absolue, comme dans la section d'où provient Din Djarin? Ou est-ce que cela mène-t-il forcément à la réduction et la diminution de ce groupe? Et de l'autre côté, on sent que du côté plus de Bo-Katan ou de Axe Wolf, on sent qu'ils ne croient plus en rien et qu'ils ont besoin d'un lien profond qui les unirait à tous les Mandalorians en leur donnant une cause commune. Donc ce sont les trajectoires que vont suivre Bo-Katan dans un sens et la Forgeronne dans l'autre. Forgeronne qui va tolérer de s'allier avec des Mandalorians qui ne portent pas le masque. Donc ça traite bien sûr de la religion, du besoin de lien entre les peuples en prenant une approche modérée basée sur l'acceptation des différences. Seule une approche modérée d'un compromis entre les deux parties permettra de réunir tout le monde et d'atteindre l'objectif de reconquérir Mandalore à la fin de la saison. Donc la trajectoire de Bo-Katan est très intéressante dans la saison et c'est peut-être l'arc le mieux réussi. La saison s'ouvre sur un personnage désabusé qui a abandonné son armée et vit esselé dans son palais. Sa vision commence à changer quand elle adaptera le credo mandalorian à l'initiative de la Forgeronne qui voit en elle directement la leader qui peut conduire la reconquête de la planète. C'est bien son personnage qui symbolise et entraîne la modération entre les deux camps qui vont pouvoir collaborer à la fin. Maintenant, j'aimerais bien revenir sur les personnages principaux de la saison. Donc on a bien évidemment au début Din Djarin et Grogu, qui sont assez en retrait sur cette saison, mais qui ont quand même beaucoup de temps d'écran. On comprend une nouvelle fois la détermination de Din Djarin à suivre le credo et à être réintégré dans son groupe. Il n'hésitera pas à prendre tous les risques possibles afin de réaliser cela. Grogu aussi est beaucoup moins présent. On sent qu'il a bien progressé dans l'utilisation de la force, mais aussi dans son agilité personnelle. Il saute beaucoup mieux par exemple. On se demande vraiment pourquoi est-ce qu'il a arrêté les enseignements de Luke Skywalker. Et je pensais que la série répondrait à cette question plus tard dans la saison, mais finalement non. Donc peut-être dans les saisons suivantes. Ce serait vraiment bien de répondre à cette question. Il y a bien sûr Bo-Katan qui a la place centrale sur cette saison. Je ne vais pas trop en reparler, j'en ai déjà parlé. Je peux juste dire reprend un petit peu le rôle ou la place laissée par Bo-Katan, dont l'actrice a été virée par Disney à cause de tweets compromettants. L'actrice de Bo-Katan qui s'appelle Cathy Shakoff est vraiment très bien et parfaite dans ce rôle. On a aussi bien sûr Moff Gideon, le méchant, et c'est un petit peu mon interrogation de la saison. Autant il est toujours joué de manière impeccable et l'acteur n'a rien perdu de son charisme, autant ses motivations commencent à faire du revu et revu, déjà à l'échelle de la série, mais aussi à l'échelle de Star Wars, de l'univers. Il tease bien entendu le retour de l'Empire avec ses conseils secrets assez grossiers, mais fallait-il que ce soit nécessairement lui qui anime ce beau monde? Je me demande s'il aurait pas fallu carrément un autre méchant, le général Throne par exemple. Lors du combat final, il arrive avec un costume assez stylé, un mix entre un Dark Trooper, Dark Vador et un Mandalorian. Mais par contre, il est devenu très fort à la bagarre d'un coup, alors qu'il était plutôt nul lors du final de la saison 2. Donc j'aurais aimé un petit peu plus de contexte pour expliquer cela. Je n'ai pas trop encore parlé de Griff Karga, le haut magistrat de Nevarro. On le retrouve au début de la saison dans une cité très prospère économiquement. Lui est devenu un petit peu burlesque dans ses costumes d'empereur. Et on le voit surtout dans l'épisode 1 et l'épisode 5 avec l'attaque des pirates. Lors de cet épisode, le personnage reste assez fidèle avec son personnage et ses valeurs. Donc ça c'est plutôt cool. Mais sa gestion de la planète soulève une des plus grosses incohérences de la série. Pourquoi est-ce qu'il n'a déployé aucune défense pour sa planète alors qu'elle est clairement prospère, donc elle risque d'attirer le regard de voleurs, alors qu'il en a clairement les moyens en plus, il en a clairement les moyens de s'armer, et il est même pas sous la protection de la Nouvelle République, et franchement j'ai trouvé ça vraiment incompréhensible.
Donc voilà, pour conclure cette rapide critique, j'ai trouvé que c'était une saison très distrayante, autant distrayante que les précédentes, mais on a toujours des questions laissées sous réponse. Il y a une saison 4 qui est bien prévue pour 2024 ou 2025. Et à titre personnel, j'espère que la série remettra plus l'accent sur nos deux compères principaux, qui sont maintenant père et fils depuis l'adoption de ce dernier lors du dernier épisode. J'espère aussi qu'on va reprendre l'entraînement de Grogu dans un style mi-Mandalorian, mi-Jedi. Le résultat pourrait être plutôt classe. Et peut-être aussi l'arrivée de l'amiral Thrawn. Il a l'air bien badass celui-là. En tout cas, j'espère pas un énième retour de Moff Gideon. Ça ferait beaucoup et je pense que la série s'essoufflerait à force. Mais après, on l'a pas vu mourir à l'écran, donc je pense qu'il n'est pas mort et qu'on le reverra malgré tout. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker ou en parler autour de vous. Ça ferait plaisir. Allez, salut!